au pied du Pog de Montségur. Le Pog en langue occitane, c'est le pic, la montagne. Et il y a ici 750 ans, jour pour jour, le 16 mars 1244, 225 parfaits et parfaites cathares ont choisi de périr dans le bûcher plutôt que d'abjurer leur foi. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui avec Michel Roquebert, l'historien. L'histoire de ce petit village médiéval perché à 1200 mètres d'altitude et où pendant 40 ans, une poignée d'hommes et de femmes, quelques centaines, nous dit l'histoire, ces centaines d'hommes ont défié les deux plus grandes puissances temporelles de leur temps, de l'Europe occidentale, le pape et le roi de France. Alors Michel Roquebert, merci de m'accompagner à la découverte de Montségur. On va faire preuve d'un petit peu d'imagination. Nous sommes en quelle année ? Et nous sommes en 1204, c'est l'année où l'église cathare a demandé au seigneur Raymond de Péreille de construire un castrum, c'est-à-dire un village fortifié. Et alors là, on est vraiment sur le chemin d'accès. Ah, nous sommes non seulement sur le chemin d'accès, mais nous sommes à l'emplacement exact de la porte de ce village fortifié. Et ce qui nous le fait dire, c'est, d'une part, que nous sommes ici à l'alignement des vestiges d'un grand mur qui était le premier mur de défense et qui barrait toute la face sud de la montagne d'un escarpement à l'autre. Il y a d'ailleurs quelques pierres encore, comme celle-ci, qui sont bien à l'alignement de ce mur. Ensuite, le rocher qui est ici est bien entaillé pour supporter les montants de pierre de cette porte. Et enfin, ici, repart l'escalier taillé à même le roc. Nous sommes donc bien sur le sentier d'origine. Et vous remarquez la forme de ces marches, elles sont pas très hautes, assez profondes, de façon à permettre le passage des montures. Et d'ailleurs, les documents nous disent bien qu'en 1242, 50 chevaliers sont montés à Montségur avec leurs chevaux. Et il y a d'ailleurs, bon, eux ils sont repartis, mais il y a un cheval qui a vécu tout le siège. Et après la reddition, son propriétaire, qui était Pierre-Roger de Mirepoix, le chef de la garnison, a donné son cheval à son médecin chirurgien personnel. Alors, en fait, on connaît bien le château, mais c'était tout cet ensemble qui était habité. Oui, parce qu'il faut bien s'imaginer, se représenter, non seulement un château qui n'avait certainement pas tout à fait la forme de celui que nous avons sous les yeux, mais tout autour, il y avait en terrasse tout un village construit de façon très acrobatique, d'ailleurs, au bord du Alors rive. Michel, il y a Yvan Aubry qui nous attend justement sur une des terrasses. On va essayer de présenter un peu mieux la topographie du lieu. Alors Yvan Aubry, vous avez fait des relevés topographiques du site. Pourquoi déjà établir ces relevés? On a décidé depuis 84, donc depuis une dizaine d'années, systématiquement donc de réaliser un plan d'ensemble du site et d'y porter le plus exactement possible ce que l'on y a trouvé. Donc essentiellement ce sont des murs qui sont finalement les fondations des maisons du village, des murs qui sont également des murs de soutien des axes de circulation. Et le mieux pour se rendre compte de ce que donne l'ensemble des relevés, c'est de regarder cette partie du site. Donc, on a choisi une fraction du plan parce qu'il est extrêmement grand, où on voit le donjon qui est derrière nous, et puis on situe très bien cette répartition donc, des maisons sous la forme de terrasses qui vont en descendant au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la citadelle, avec une dénivelée qui est considérable. Entre le point bas du donjon ici et la terrasse inférieure, il y a environ 18 mètres. Donc ça se présentait en fait comme une succession de terrasses superposées dans un endroit très escarpé dégagé. C'est extrêmement escarpé. D'ailleurs, on peut voir entre certaines terrasses donc des passages comme cet escalier ici, ou bien des chemins comme celui qui est derrière là, qui montrent qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour circuler. L'essentiel du terrain était occupé par les maisons. Alors Michel, qui vivait sur ce Machu-Picchu ariégeois pendant 40 ans? Une population nombreuse, tout au moins nombreuse dans les dernières années, au moment du siège en particulier. Les sources nous permettent
de savoir qu'il y avait d'abord une population religieuse, c'est-à-dire les parfaits de Qatar, 205 ou 206, Ah oui, c'est précis. selon les sources, c'est extrêmement précis. Et puis, en plus, il y avait les laïcs, les civils, les soldats. Et là, j'ai pu identifier 157 personnes. Alors, faites le total, vous avez donc une estimation plancher, la population minimale de Montségur pendant le siège, c'est donc 362 ou 363 personnes qui vivaient sur ce village en terrasse que nous voyons aujourd'hui. Alors là, on est dans une maison, Michel Barrère. Alors l'archéologie nous apprend beaucoup de choses aussi sur la façon dont ces gens vivaient sur ces terrasses. Alors, on va faire une petite balade. On rentre dans la maison carrément par le seuil. Alors. Oui, on est ici dans une des plus grandes maisons qui fait à peu près une cinquantaine de mètres carrés au sol et qui avait un étage. Oui. Et on retrouve des traces parfois assez ténues, parfois très marquantes de l'activité des hommes qui ont effectivement taillé une partie de cette terrasse dans le rocher même, Oui. qui constitue la paroi amont, alors que... C'est-à-dire on gagne du terrain, quoi. Voilà, on gagne du terrain en amont et Oui. on gagne aussi du terrain en aval en faisant des murs de soutènement sur la Oui. brute. Et on distingue là un seuil taillé dans le rocher, on distingue que le sol a été aplani, a été martelé pour constituer un niveau praticable, et on a des tas de petites traces comme ce linteau ici qui permettent de restituer le volume intérieur Donc des habitations. Soutenir certainement. Voilà, donc sur le papier, on peut proposer une restitution de ces maisons. La part du bois était sûrement prépondérante, il a bien sûr disparu, mais on reconnaît ici l'emplacement d'un poteau. Il y en a un autre qui était sur ce rocher là, qui a été réservé au moment où on a taillé la maison. Voilà. Et ça permet de reconstituer une file de poteaux axiaux qui partageaient la maison en deux et qui soutenaient la charpente. Voilà, on a posé le décor de cette maison. Comment on vivait à l'intérieur de ces maisons et sur le POG en général? On va changer de lieu pour l'évoquer, si vous le voulez bien. Par bien des aspects, Montségur est un village comme les autres, en ce sens qu'il y a un clan seigneurial qui a sa domesticité, et il y a même une nourrice qui s'occupe des enfants en bas âge, et cette famille des seigneurs a son médecin chirurgien personnel, Arnaud Rouquier, qui était de Belle-Pêche et qui est installé là avec sa femme et sa fille. Et puis il y a une répartition des tâches de la vie collective, répartition d'ailleurs entre la population laïque et la population religieuse. Par exemple, le portier du castrum est un sergent, il s'appelle Guillaume Gironda, ils sont d'ailleurs tués pendant le siège. Il y a un meunier, Ponsaïs, qui est un parfait venu de Moissac. Il y a une boulangère qui vient de Montferrier, qui est une parfaite, Guillaume Marty. Et puis, il y a des ateliers d'artisanat. Vous savez que la règle obligeait les parfaits et les parfaites à travailler de leurs mains. Alors, il y a un atelier de tailleur qui fabrique des pourpoints, des casaques rembourrés pour les soldats. Il y a un atelier de couturière qui est dirigé par d'ailleurs une parfaite noble du Lorvenu du Lauragais, qui n'est autre que la belle-mère du seigneur Raymond de Perret. Et elle fabrique des voiles, des gants et des chemises pour les dames. Et puis il y a un autre atelier de parfaite dirigé par Raymond de Cuc, qui fabrique carrément des pantalons, enfin des chausses pour les hommes. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer toute cette activité ici sur ce POG. Mais alors, comment se font les va-et-vient? Puisqu'il faut les ravitailler, ces gens, il faut les chercher des matériaux. Oui, et c'est là où Montségur est très différent des autres villages, en ce sens que toute l'économie est une économie d'importation, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'ils aient eu de l'argent, le numéraire, le fameux trésor de Montségur. Oui. Il fallait de l'argent pour acheter les produits importés, parce que il n'y a pas de terroir agricole, et c'est ce que l'archéologie confirme bien d'ailleurs. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à fouiller un village médiéval, on s'attend à ce qu'il reflète le terroir qui l'environne et qu'il structure. Et puis là, rien de tel. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, d'objets mobiliers qui rendent compte d'activités agricoles ou pastorales. Par contre, on a énormément de découvertes de monnaies, par exemple, de numéraires, environ 10 fois plus que dans n'importe quel autre village fouillé en France méridionale, pour des surfaces fouillées équivalentes. On a beaucoup d'objets de parure, de demi-luxe, des accessoires du vêtement. Ouais. On a aussi, bien sûr, beaucoup d'objets qui se rapportent à l'armement, à cause de l'histoire même du site et du siège, bien sûr. Mais au total, on a le reflet d'une économie extrêmement monétarisée, avec une économie d'acquisition. On achète à l'extérieur. Beaucoup de commerce, donc. Voilà, une sorte il y a beaucoup de l'équivalent de notre secteur tertiaire ici, mais on n'a pas du tout ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un village de montagne situé à 1200 mètres d'altitude. Oui, d'ailleurs, ce qui est très curieux dans les fouilles, on trouve même des arêtes de poissons. Oui, il y avait on a trouvé effectivement des écailles placoïdes de raie, qui est un poisson de mer, et qui arrivait jusqu'ici, sans doute sous forme salée, évidemment. Il n'arrivait certainement pas très frais. Bien, ce que je vous propose, c'est à nouveau de changer de quartier de ce village pour évoquer maintenant l'aspect plus militaire de ce Montségur.
Alors Michel, là on arrive maintenant à la partie la plus à l'est du castrum, c'est-à-dire à celle qui est en fait la plus exposée. Et on trouve là toujours cet aménagement en terrasse, mais ce sont des maisons qui servent en fait de défense. Oui, il fallait bien aménager cette partie parce que vous avez vu que tout le reste du village est naturellement défendu par des pentes très abruptes, alors qu'ici on donne directement sur la crête, Ouais. et c'est effectivement par la crête que les assaillants sont arrivés et qu'ils ont donné l'assaut à ces bâtiments qui devaient occuper cet espace. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des maisons dont les murs extérieurs servaient d'enceinte au village. Alors Michel, avant de raconter le siège, il faut rappeler qu'en 1232, ce site Montségur devient la tête du dragon. Voilà, tout à fait. C'est à la demande de l'évêque cathare de Toulouse lui-même, Guillabert de Castres, qui arrive à Montségur avec une trentaine de dignitaires de son église. Il demande à Raymond de Péreille d'ériger Montségur en siège et capitale, comme dit le document, en siège et capitale de l'église interdite. Et effectivement, pendant 12 ans, Guillabert de Castres et ses collègues vont diriger à partir de Montségur toute la résistance clandestine dans le plat pays, en particulier d'ailleurs en Lauragais. Alors le siège commence réellement en 1243. Oui, il débute au printemps 43, c'est-à-dire un an approximativement après cet événement fameux, c'est-à-dire l'assassinat des inquisiteurs qui avaient établi leur tribunal à Avignonnet. Ils étaient de passage à Avignonnet, et un commando descend de Montségur, Pierre-Roger de Mirepoix, le chef de la garnison, une cinquantaine de chevaliers et de sergents s'en vont assassiner les inquisiteurs à Avignonnet. Acte sacrilège, bien entendu, auquel l'Église et le roi répondent peu de temps après par la mise en place d'un siège qui va durer 10 mois. Combien sont-ils ces assaillants? On le sait? Les assaillants, c'est difficile. On n'a que des petites données fragmentaires. On sait qu'on a mobilisé des gens jusque dans l'actuel département du Gard. On sait qu'on a prêché la croisade en Gascogne. On sait que l'évêque d'Albi est arrivé lui-même avec 400 recrues. En revanche, on connaît infiniment mieux l'armée des défenseurs, puisque son estimation peut être faite avec aussi de précision, autant de précision que pour la population civile. 12 chevaliers, 10 écuyers, et puis des sergents, des arbalétriers, un ingénieur en catapulte, des agents de liaison qui servent de messagers et de combattants occasionnels. Au total, 95 combattants. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire revivre la prise de Montségur. Mais le temps qu'on se mette en place, nous aussi, je vous propose de réécouter et de revoir quelques secondes de l'œuvre de Marcel Landowski, qui s'appelle Montségur, et qui avait été créée à la Halle aux Grains, à Toulouse, il y a 8 ans maintenant. Nous sommes maintenant du côté des assaillants. Le siège dure depuis de longs mois, puisque nous sommes fin décembre 1243. Le siège s'est mis en place quand, Michel? Au printemps de cette année 1243. Alors il ne s'est rien passé depuis le printemps? Il y a eu au moins des escarmouches, puisqu'on sait qu'il y a eu des morts. Il y a eu l'écuyer, Raymond de Ventenac, le sergent. Mais il n'y a pas eu un assaut collectif? Non, les documents n'en portent pas trace. D'ailleurs, quand on connaît le site, on voit qu'un assaut par les pentes devait être extrêmement périlleux. Alors nous sommes fin décembre 43. On décide quand même de prendre pied sur la montagne, donc qui est là par le roc de la Tour. Tour. Le problème était pour les assaillants de prendre pied sur la crête. Et ils l'ont fait en attaquant un poste de guet qui se trouve au-dessus de cette falaise. Et ensuite, ils vont progresser sur la crête, donc jusqu'au castrum. On aperçoit un petit peu dans le brouillard. Progresser le long de la crête, ils vont quand même mettre un mois et demi pour arriver aux abords du castrum qui se perd aujourd'hui dans les nuages, tout à fait au sommet. Michel, est-ce que c'était des montagnards qui ont mené ce commando là? Des Gascons, donc vraisemblablement des gens de Gascogne pyrénéenne. Oui. On a des indications météo du temps qu'il faisait, Michel? Il devait certainement neiger, parce que les défenseurs n'ont rien entendu. Oui, la neige, ça amortit. La neige amortit. Le bruit. Tous les bruits sont feutrés. Ah, c'est mieux. Il advint que des valets armés à la légère furent envoyés avec des hommes qui connaissaient l'endroit et qui organisèrent de nuit une ascension par des abrupts horribles.
ils parvinrent à un ouvrage qui était dans un angle de la montagne. Ayant surpris soudain les sentinelles, ils occupèrent ce fortin et passèrent par l'épée ce qu'ils trouvèrent. Et voyant avec étonnement l'horrible voie par laquelle ils étaient montés de nuit, ils n'eussent jamais osé s'y aventurer en plein jour. Ouf. Et qui a écrit ça, Michel? Eh bien, c'est le seul texte historique qui relate cette attaque du roc de la Tour. Il est dû à un chroniqueur contemporain, Guillaume de Puylaurens, texte qui peut être complété par quelques témoignages des rescapés. Michel, on est à une cinquantaine de mètres, 100 mètres du roc. 50 ou 100 mètres. Allez, on finit l'escalade. Après l'ascension, cette poignée d'hommes, ce commando surgit par une nuit de décembre 1243. Il prend possession de ce qui est un poste avancé. C'est ça, ils ont dû sortir du bois Comme nous. Et se Il y a combien de défenseurs? Peut-être 2 ou 3 guetteurs. Oui, c'est pas un lieu habité. Hein. C'est pas un lieu habité, c'est un poste de guet dont nous voyons d'ailleurs des vestiges assez impressionnants. Alors on comprend bien en arrivant dans ce poste de défense qu'il n'y a pas que le castrum, c'est l'ensemble de la montagne qui était aménagé. Oui, il est certain qu'entre le castrum dont le donjon nous indique la position là-haut, au sommet de la montagne, et ce poste de guet qui est à l'autre extrémité, il est certain qu'il y avait un chemin de façon à pouvoir communiquer. Alors les défenseurs sont égorgés. Oui, il devait y avoir 2 ou 3 guetteurs qui ont et été surpris. les attaquants s'installent. Alors Michel, là j'ai quelques objets qui témoignent de ces événements. Ceci par exemple, qu'est-ce que c'est? Oui, mais ce sont quelques-uns des fers de trait, des nombreux fers de trait qui ont été trouvés au roc de la Tour lors des fouilles archéologiques. Et vous voyez, ce sont des pointes de fer forgé, assez lourdes d'ailleurs, et qui comportent une douille dans laquelle venait s'emmancher le bois de la flèche, soit flèche d'arc, soit carreau d'arbalète. Puis alors on a des objets assez émouvants qui nous renseignent sur ce que faisait la soldatesque. Et voilà, qui ont été trouvés ici, ce sont des dés à jouer. Des dés à jouer en stéatite, c'est-à-dire une pierre tendre que l'on trouve un petit peu plus haut, col de la Peyre, et qui effectivement nous renseigne sur les quelques-uns des passe-temps favoris de la garnison. Alors Michel, fin décembre, autour de la Noël, quand les attaquants prennent pied ici, on peut dire que c'est le début de la fin de Montségur. Oui, il est certain que la prise du roc de la Tour par l'armée catholique modifie complètement la situation. Les défenseurs se trouvent de plus en plus concentrés sur un périmètre réduit. Ils sont obligés de reculer en se défendant pied à pied. À tel point que les Cathares éprouvent le besoin de mettre à l'abri le fameux trésor. Et oui, ce fut une de leurs principales préoccupations à ce moment-là, c'est de mettre en sécurité le trésor monétaire de l'église cathare. Et un témoignage d'un rescapé nous indique que 2 parfaits, Matthieu et Pierre Bonnet, furent chargés de sortir de Montségur vers la Noël, donc 1243, furent chargés donc de sortir de Montségur l'or, l'argent et une quantité infinie de monnaie. Et où sont-ils allés? Et alors ils l'ont caché dans une grotte du Haut-Comté de Foix, mais on ne sait pas, hélas, on ne sait pas laquelle. Ensuite, on trouve trace au château d'Usson, c'est bien ça? Oui, alors là, l'histoire est un petit peu compliquée, c'est-à-dire 2 mois et demi après la prise du roc de la Tour, c'est-à-dire à la veille, dans la nuit même qui précéda la reddition et le bûcher, 4 autres parfaits, dont on a les noms d'ailleurs, ont été chargés, eux, de descendre. Ils sont partis avec des cordes par le précipice, clandestinement, chargés de récupérer ce trésor pour qu'il ne se perde pas. Et on peut suivre leurs traces à Cossou, de l'autre côté du col de la Paye, Cossou, Prades d'Alion, Usson. C'est à Usson qu'on perd leurs traces. Mais comme sur ces 4 parfaits, on en retrouve 2 en Italie, il est très vraisemblable que, comme bien d'autres communautés cathares, ils ont emporté en Italie le trésor de Montségur pour aider les cathares languedociens qui avaient émigré là-bas. Nous sommes les premiers jours de janvier 1244. Les troupes royales progressent le long de cette crête vers le sommet. Combien de temps vont-elles mettre à l'atteindre? Et elles mettent 1 mois et demi. Ah oui. 1 mois et demi pour faire 800 mètres, ce qui prouve qu'elles se sont heurtées à une résistance assez sévère. Oui, il y a eu des combats donc dans cette zone. Il y a eu des combats, seulement la très grande supériorité numérique des assaillants a eu raison, bien entendu, des défenseurs. Michel, on continue à progresser vers le haut du Pog, vers le castrum. On est à 1100 mètres d'altitude. Et là, on trouve dans un trou pratiquement indiscernable à flanc de montagne, la veine du Trébuchet, où il y a 30 ans, on fait une découverte extraordinaire. Oui, en 65, effectivement, la Société spéléologique de l'Ariège a dégagé cette veine. 5 mètres de profondeur, on a trouvé 2 squelettes, soigneusement couchés sur le fond. Ils sont d'ailleurs au musée, parce que ces corps appartenaient
certainement à la population assiégée, puisque ils avaient chacun une pointe de flèche dans le corps, l'un dans la poitrine et l'autre dans la hanche. Par ailleurs, sur les deux, il y a celui d'une femme, donc il ne peut pas s'agir des assaillants. Et l'homme est peut-être le chevalier Bertrand de Bardenac, dont on sait qu'il a été tué dans les derniers jours du siège, c'est-à-dire à un moment où les défenseurs ne pouvaient plus descendre pour enterrer leurs morts et étaient obligés de les inhumer sur place. Ils sont bien posés au fond. Ils étaient bien couchés au fond. Et il y a 20 mètres, vous m'avez dit, de remplissage. 25 mètres de remblai, tout à fait volontaire, puisqu'on a trouvé des tessons de tuiles qui ne sont pas venus tout seuls. Camouflés, donc, alors. Allez, hop, on y va, Michel. Je sais pas où elle est, mon pauvre. Quand nous arrivons à l'extrémité de la crête, nous sommes environ à une centaine de mètres des premières maisons fortifiées du Castrôme et on longe là un mur d'un ouvrage certainement important, un ouvrage de défense puisqu'on voit très nettement le mur. Derrière nous, il y a même l'emplacement d'une tour, Michel. Alors, on a aussi l'impression très nettement que la nature des combats change et que les combats s'intensifient ici. Oui, et c'est surtout à partir d'ici qu'ont lieu les duels d'artillerie. Oui, comment ça se passait là? Il y avait des catapultes d'un côté, des catapultes de l'autre. Ils échangeaient ce genre de boulets. Voilà, il y en a d'autres. Alors il y en a beaucoup dans la forêt. D'ailleurs, c'est la première fois à la télévision qu'on les montre dans leur cadre naturel. Il y a d'autres types de boulets aussi. Oui, là vous avez les gros boulets de 60 à 80 kg. C'est du calcaire qui est taillé sur place, bien entendu. Et un peu plus loin, on va trouver de la mitraille, c'est-à-dire des petits boulets de 5 à 10 kg qu'on envoyait par paquet. Alors ces combats devaient être très meurtriers. Alors ces combats ont été meurtriers, d'ailleurs les textes gardent, les témoignages des survivants gardent trace des morts. Ces défenseurs qui ont été tués au cours de ces combats entre le 1er et le 15 février 1944. Alors certainement que cet ouvrage a été pris dans ces dates-là et les combats se déplacent alors maintenant sur le village. Ils se rapprochent du village. Nous arrivons maintenant sur la plateforme sommitale du POG, certainement là où les armées royales sont rentrées en contact au corps à corps avec les défenseurs de Montségur. Là on a les premières terrasses fortifiées du Castrôme. Et alors Michel, la situation devient très vite intenable pour les défenseurs. Oui, d'autant plus que le 21 février, les assaillants ont donné l'assaut avec des échelles et vraisemblablement ici, par ici. Oui. Et un guetteur qui s'appelait Clostre, qui était de Lavelanet, il y a d'ailleurs toujours des Clostres à Lavelanet, a donné l'alarme et la garnison a pu repousser cet assaut. Oui. Mais il y a eu encore 8 jours de combat. Et des bombardements, on retrouve à cet endroit aussi des éclats. Des boulets. Donc il y avait forcément une machine de guerre aussi de flèches, à quelques mètres. Pas être très loin. Oui. Alors, il y a même un combattant qui reçoit le consolamentum dans la panique générale. Oui, il y a une femme qui était témoin de la cérémonie et qui raconte quelques jours plus tard que pendant ce consolament, nous courions en tous sens à cause des attaques, dit-elle, ce qui permet de comprendre que les boulets ou les flèches devaient pleuvoir sur le Castrôme. Alors la fin des combats précisément? Alors la fin des combats, le dernier mort connu, c'est Pierre Ferrer, qui est un catalan d'origine, qui a été tué le 1er mars. Oui. Et le 2 mars, Pierre-Roger de Mirepoix, très conscient que si un second assaut réussissait, il y aurait un massacre général, sans distinction, c'était la règle, sans distinction d'âge ni de sexe, il entre en pourparlers avec le sénéchal du roi et il obtient une trêve de 15 jours, ce qui nous reporte au 16 mars. Fin de la trêve, date de la remise du Castrôme aux mains de l'Église et du roi. Alors, si vous le voulez bien, on va profiter de cette trêve de 15 jours pour vous donner...
Suite de cette émission exceptionnelle consacrée à Montségur avec quelques images de l'opéra de Marcel Landowski, Montségur, que je vous ai présenté tout à l'heure et qui évoque ce bûcher qui a lieu ce 16 mars 1244. Michel, ce sont les dernières heures de Montségur. Nous sommes, les textes disent, dans la Lys, donc à un endroit où 3 hommes attendent. Qu'attendent-ils? Qui sont-ils? Qu'attendent-ils? Oui, ce sont le sergent Guillaume de Bouhan et deux parfaits, Bernard Guillem et Bernard Dovzine. Et de toute évidence, ils attendent l'arrivée du sénéchal de Carcassonne et de l'archevêque de Narbonne qui, au nom du roi et au nom de l'Église, viennent prendre possession de Montségur. On a laissé les militaires le 2 mars, dernière journée du siège. Que s'est-il passé pendant ces 15 jours de trêve? Eh bien, les parfaits, les parfaites, qui savaient très bien qu'ils allaient mourir, parce que pas un n'avait l'intention d'abjurer, ils ont profité de cette trêve pour distribuer à ceux qui allaient survivre, distribuer leurs biens, ce qu'il a resté, des vêtements, une couverture, du blé, du sel, du poivre, de l'huile, etc. C'est assez pathétique d'ailleurs. Et alors, ce qui doit ajouter au pathétique, c'est que certains d'entre eux ont choisi volontairement la mort alors qu'ils n'auraient pas dû la... Le dimanche 13 mars, hein, donc 3 jours avant le bûcher, il y a 20 croyants et croyantes qui auraient eu la vie sauve s'ils étaient restés chez eux. Ils sont allés trouver Bertrand Marty, l'évêque, et ils lui ont demandé le consolament, ce qui les vouait inéluctablement au bûcher qui allait être dressé le 16. Et alors pour finir avec l'événementiel de cette trêve, il faut rappeler qu'hier soir, donc les 4 parfaits se sont enfuis, enfouis sous terre et enfuis pour aller récupérer le trésor cathare dont on a parlé tout à l'heure. Michel, on va se rendre sur la prairie. Les textes disent en bas de la montagne. Au pied de la montagne, oui. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas beaucoup plus. Alors Michel, on vit les toutes dernières minutes de l'histoire de Montségur et comme dans toute tragédie, le dénouement est pathétique. Les parfaits cathares ont été rassemblés en haut. Oui, certainement en haut. On leur a demandé s'ils abjuraient et aucun n'a voulu abjurer. Ils ont tous été conduits sur les lieux du supplice. Oui. Alors ils sont descendus par où? Certainement par vraisemblablement par le chemin normal, celui que nous avons emprunté nous-mêmes pour descendre. Combien sont-ils? Alors il y avait les 205 parfaits de la communauté religieuse, plus les 20 croyants qui avaient reçu le consolament le 13 mars. Alors les soldats ont dressé un bûcher, nous disent les textes. La chronique de Guillaume de Puylaurens dit bien que les soldats ont dressé un enclos de pales et de pieux, une palissade, à l'intérieur de laquelle on a jeté du bois et on a mis le feu à ce bois et on a précipité dans ce brasier les parfaits et les parfaites. Et une chronique d'une abbaye gasconne dit que ce bûcher a eu lieu au pied de la montagne de Montségur, donc pour brûler 225 personnes dans un enclos au pied de la montagne, il fallait quand même un terrain relativement plat, et il n'y en a pas tellement au pied de Montségur, donc nous sommes ici sur un lieu qui est traditionnellement appelé le Prat des Crémats, le champ des brûlés. Ce n'est pas une appellation très ancienne, elle date du siècle dernier, mais c'est tout à fait plausible. Il y avait des vieillards, il y avait des évêques, il y avait des diacres, et il y avait, chose extraordinairement dramatique, la belle-mère du seigneur Raymond de Péreille, qui elle-même était parfaite depuis de longues années, mais il y avait sa femme Corba de Péreille et l'une de ses filles Esclarmonde, qui étaient des 20 croyants qui avaient demandé le consolament, le 13 donc, qui ont volontairement suivi donc 3 jusqu'au bûcher, suivi dans la mort. 3 générations de femmes de la même famille. Raymond de Péreille a vu partir au bûcher sa belle-mère, sa femme et sa fille. Les civils, combien y en reste-t-il à ce moment-là? Il en reste au moins 150. Ils sont interrogés par l'Inquisition. Ils ont la vie sauve, hein. Ils sont même amnistiés pour le massacre d'Avignonnet. Ils ont la vie sauve, ils sont interrogés par l'Inquisition, qui a encore besoin de demander certaines choses. Ont-ils tous été interrogés?
on ne saurait le dire. En tout cas, 18 interrogatoires ont été conservés, fort abondants, et qui nous permettent de reconstituer par le menu. Ça, c'est l'ironie de l'histoire. Si on a pu raconter cette histoire aujourd'hui, c'est en partie grâce... En fait, grâce à l'Inquisition. Grâce à l'Inquisition. L'Inquisition voulait détruire le catharisme, détruire Montségur, et sans le savoir, les inquisiteurs ont été en fait la mémoire de Montségur. Alors, ce 16 mars 1244, c'est une page de l'histoire de Montségur qui se referme. Que devient le castrum et que deviennent les cathares? Alors, les cathares sont privés de leur haute hiérarchie, qui a péri dans le bûcher, mais le catharisme va survivre encore, clandestinement, pendant 77 ans, et va se redonner peu à peu une nouvelle hiérarchie, mais tout cela, l'Inquisition finira par en avoir raison. Beaucoup se sont exilés en Lombardie. Oui, beaucoup sont partis en Catalogne, en Lombardie. C'est l'exil occitan. C'est l'exil, c'est le temps de l'exil. Et le castrum? Alors le site lui-même, la population bien entendu en a été chassée. Lorsqu'un habitat paysan se reconstituera à la fin du XIIIe siècle, ce sera en bas, c'est-à-dire à l'emplacement de l'actuel village de Montségur, à partir de 1280 environ. Quant au site du castrum lui-même, eh bien, il servira désormais de garnison, de poste militaire à des soldats français. Les pierres du château se sont endormies, mais je dirais que le cœur du POG vibre toujours et ça reste encore aujourd'hui, 750 ans après, un magnifique symbole. Oui, car on ne peut pas penser à Montségur sans se rappeler que son histoire est celle d'une résistance, d'une lutte jusqu'à la mort pour la liberté de penser. Bien, merci Michel de m'avoir accompagné tout au long de cette promenade découverte de Montségur. Et si vous, téléspectateurs, vous souhaitez la découvrir encore un petit peu mieux, je vous conseille le livre de Michel qui s'appelle « Les cendres de la liberté ». C'est publié aux éditions Privat. Et puis l'histoire du catharisme également en 4 volumes que Michel a consacré donc, à tout ce pan d'histoire médiévale, également aux éditions Privat. C'est l'épopée cathare, le 5e pour bientôt. Pour bientôt, pour l'an prochain. Pour l'an prochain peut-être.